Donc bonjour les élèves de troisième. Donc là dans cette vidéo nous allons faire le cours sur l'univers. Donc vous l'avez déjà vu en classe. Donc là c'est copier le cours. Donc à chaque fois que je vous dis de faire pause, vous faites pause et vous copiez ce qu'il y a à l'écran. Donc là vous pouvez déjà faire pause et copier le titre du chapitre. Ensuite on va commencer par parler de la lumière. Donc je vous laisse faire pause et copier. Donc la lumière, bon, il faut savoir que rien ne va plus vite. À l'heure actuelle, d'après la théorie, on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. Sa vitesse est de 300 000 km par seconde, ce qui revient à dire qu'en une seconde, elle fait 8 fois le tour de la Terre. À titre de comparaison, un avion de ligne, ça met 40 heures pour faire un tour de la Terre. Donc, elle est extrêmement rapide. Les distances dans l'univers étant très très grandes, la lumière étant le principal chose qu'on peut étudier lorsqu'on regarde l'univers, la seule information, quasiment l'une des rares informations qu'on arrive à avoir sur l'univers, on exprime les distances grâce à l'année-lumière. L'année-lumière, c'est la distance que parcourt la lumière en un an. On la note A.L. Il faut faire attention, c'est pas parce que vous entendez le mot année que c'est un temps, c'est bien une distance, c'est la distance que parcourt la lumière en un an. Vous avez fait le calcul en classe de sa valeur en kilomètres. Je vous rappelle qu'il faut savoir refaire ce calcul pour le contrôle. Cette valeur, c'est donc 9,47 fois 10 puissance 12 km ou mis en mètres, 9,47 fois 10 puissance 15 mètres. Je ne vous demande pas de connaître la valeur de cette année-lumière, je vous demande juste de savoir la calculer et de savoir l'utiliser. On va faire un exercice dessus. Donc, je vous laisse faire pause et copier. Donc, la lumière, comme je le disais tout à l'heure, on sait pas mal de choses maintenant sur ce qui est en dehors de la Terre, donc le système solaire dans un premier temps, puis après on a pu observer le reste de l'univers, on a découvert les autres étoiles, les galaxies, etc., etc., puis beaucoup d'informations sur la structure de l'univers. La majorité des informations qu'on a obtenues, c'est grâce à la lumière qui a été émise par les étoiles principalement, par la lumière qu'on a reçue qui a voyagé dans l'univers. Donc la lumière, c'est un outil d'observation de l'univers, et c'est quasiment la seule qu'on a. Elle permet de voir dans le passé de l'univers. Pourquoi? Parce que, par exemple, si je prends le soleil est assez loin de nous, même si la lumière est extrêmement rapide, la lumière du soleil, lorsqu'elle est émise par le soleil, elle met 8 minutes à arriver sur la Terre. Donc lorsque je reçois la lumière du soleil, en fait, cette lumière a été émise il y a 8 minutes, et donc l'image du soleil que je vois, c'est le soleil tel qu'il était il y a 8 minutes. Donc si le soleil explose là maintenant, vous allez mettre 8 minutes à vous en rendre compte. Pendant 8 minutes, tout se passera bien, et puis après, ça sera la fin du monde. Un autre exemple, c'est si je me place à plusieurs millions d'années-lumière de la Terre et que je regarde la Terre, effectivement, on n'a pas les moyens technologiques de le faire, mais c'est une vue de l'esprit. Je pourrais observer les dinosaures qui y avait à l'époque sur la planète Terre. Donc, avec la lumière, je suis capable d'observer ce qu'il y a dans le passé. De la même manière, quand je regarde les étoiles dans le ciel, la lumière de ces étoiles a parfois voyagé pendant des milliards d'années, et ces étoiles entre-temps sont mortes, et donc en fait vous voyez une étoile qui en fait n'existe plus. Inversement, il y a des étoiles qui ont apparu depuis, mais dont la lumière n'est toujours pas arrivée sur Terre, donc on ne les voit toujours pas. Pourtant, elles sont bien là, elles sont bien présentes, mais on ne les voit pas encore. Je vous laisse faire pause et copier. Ensuite, la gravitation. Donc tout d'abord la définition, donc ça c'est ce qu'on a vu dans l'activité force gravitationnelle. Tout objet qui est composé de matière possède une masse qui est mesurée en kilogrammes, ou une des subdivisions, le gramme, etc., etc. Deux objets qui possèdent une masse vont exercer une force attractive l'un sur l'autre. Et ils vont exercer la même force l'un sur l'autre, hein. C'est ce qu'on appelle la force gravitationnelle. Je vous rappelle que la différence entre deux objets, par exemple la Terre nous attire vers elle, et nous attirons la Terre vers nous. La différence, c'est qu'on a beau exercer la même force que la Terre exerce sur nous, la différence c'est que la Terre étant extrêmement lourde, nous quand on saute on retombe parce qu'elle nous attire vers elle et que sa force nous fait bouger. Par contre, la force qu'on exerce sur elle n'est pas du tout suffisante pour la faire bouger. C'est pour ça que c'est nous qui descendons sur Terre et pas la Terre qui monte vers nous. Ça, c'est quelque chose d'important.
Et c'est cette force qui fait que nous tournons autour du Soleil, de la même manière que le système solaire tourne autour du centre de la galaxie, etc., etc. C'est elle qui régit, c'est une des forces principales qui régit la structure de l'univers. Donc je vous laisse faire poser copier. Ensuite, la déformation de l'espace. Donc, si je prends une nappe que je tends sur deux tréteaux, donc je la tends, je pose une boule de pétanque dessus, ça va creuser ma nappe, à l'endroit où il y aura la boule de pétanque. Et finalement, si je pose une petite bille pas très loin du creux, il va être attiré par la boule de pétanque et puis il va arriver jusqu'à la boule de pétanque qui va être attiré. En fait, il faut considérer que ce qu'on appelle l'espace et le temps, l'espace-temps, c'est ce qu'il y a dans l'univers. Il est déformé de la même manière que ma nappe est déformée par la boule de pétanque. L'espace-temps est déformé par les masses. Par exemple, le Soleil, qui a une masse quand même relativement conséquente, déforme l'espace-temps et crée un creux, entre guillemets, hein, c'est une vision, un creux dans l'espace-temps et fait que nous sommes attirés par ce creux. Plus on se rapproche du creux, de l'endroit où est le Soleil, plus le creux est vraiment accentué, d'accord? Là où vous avez mis, vous voyez que le creux est accentué. De la même manière, quand vous mettez un truc sur votre lit, s'il est lourd, ça va faire un creux et c'est la pente, entre guillemets, sera la plus élevée, proche de l'endroit où vous avez posé l'objet lourd. Donc plus vous êtes proche de l'objet qui crée la déformation, plus vous êtes attiré, d'accord? Cette attirance, due à la déformation de l'espace-temps, c'est aussi ce qu'on appelle la force gravitationnelle. Plus la masse va être lourde, par exemple si je remplace la boule de pétanque par une boule de bowling, elle va creuser beaucoup plus ma nappe. Donc plus la masse de votre objet est importante, plus il déforme l'espace-temps. Donc vous par exemple, vous déformez, vu que vous avez une masse, un tout petit peu l'espace-temps, pas suffisamment pour attirer les objets autour de vous, parce que le creux que vous créez est vraiment ridicule. Par contre, les autres objets, comme le Soleil, vont creuser de plus en plus. Tout comme la Terre fait un creux qui fait que vous êtes attiré par la Terre. Donc je vous laisse reposer copier. Alors, pourquoi on ne tombe pas dans le Soleil? Si on est logique, la planète Terre est donc dans le creux du Soleil, elle devrait donc être attirée par le Soleil et arriver jusque dans le Soleil, et puis là on serait cuit. Et nous, on continue à tourner autour. Pourquoi? Bah, pour la simple bonne raison, c'est qu'on tourne autour. Comme on possède une vitesse, c'est comme une bille au jeu de la roulette, elle tourne, et puis au bout d'un moment, elle tombe dans la case avec le chiffre. Pourquoi? Parce qu'elle est ralentie par le bois, et puis sur lequel elle tourne, et puis par l'air. Or, nous, notre planète, elle est ralentie par rien. Il n'y a pas d'air qui nous ralentit, il n'y a pas de sol, on n'est pas sur un sol, les planètes ne sont pas sur un sol. Donc elle a une vitesse, et puis elle continue à la garder, et puis elle tourne indéfiniment dans le creux, comme ça, autour du Soleil. Si notre vitesse avait été trop faible, eh ben, on serait tombé dans le Soleil, et donc du coup la planète n'existerait pas. Inversement, si sa vitesse était très élevée, elle serait arrivée dans le creux, aurait suivi le creux, et puis après elle serait ressortie et repartie dans l'espace. C'est ce qui se passe avec certaines comètes qui passent dans le système solaire. Elles arrivent, elles passent dans le creux du Soleil, et puis elles repartent parce qu'elles ont suffisamment de vitesse. Je vous laisse faire pause et copier. Ensuite, la déformation du temps. Je reprends l'histoire de ma nappe. Si je dessine des carreaux, ma nappe est quadrillée de carreaux, chaque carreau représentant une seconde qui se passe. Dans le creux, les carreaux vont être agrandis, d'accord, ils vont être déformés, mais ils valent toujours une seconde. Ça veut dire que par exemple, un carreau dans mon creux va être 2 fois plus grand que le carreau sur le reste de ma nappe. Et dans ce cas-là, ça voudra donc dire que lorsqu'il y a une seconde qui se passe dans le creux, 2 secondes se seront passées en dehors du creux. Donc si je prends deux jumeaux, je le mets un dans le creux, l'autre en dehors, donc un très proche du soleil, l'autre très loin du soleil, un endroit où il ne ressent pas le soleil. Celui qui se rapproche du soleil aura 10 ans, alors que celui qui aura été à l'extérieur du système solaire, et donc très loin du soleil, aura 20 ans. Et puis quand il aura 20 ans, celui dans le creux, bah, l'autre aura 40 ans, etc., etc. C'est pas qu'il va vivre plus longtemps, hein. Attention, son temps de vie est le même, c'est juste que son temps à lui ne va pas s'écouler de la même manière. Donc je vous laisse faire pause et copier. Ensuite, parlons de la structure de l'univers. Alors l'univers, c'est quoi? Donc l'univers, c'est tout ce qui nous entoure et qui existe. Il est âgé d'à peu près, on va dire, 14 milliards d'années, donc 13,75 milliards d'années.
Et en étudiant la lumière qui a été émise à ses débuts, et en prenant en compte que l'univers est en expansion, on arrive à voir des objets qui sont à 45 milliards d'années-lumière. Alors, pourquoi l'expansion de l'univers, ça veut dire quoi? Ça veut dire que imaginez que l'univers c'est comme un gâteau. Au début, il n'était pas cuit, donc il était tout plat plat. Et puis au fur et à mesure de la cuisson, il s'est mis à gonfler. Et donc finalement, si vous avez 2 grains de raisin que vous avez mis dans votre pâte, au fur et à mesure que le gâteau gonfle, bah, ils s'écartent l'un de l'autre. Et donc finalement, des objets qui étaient au début à 14 milliards d'années-lumière de nous, vu qu'il est âgé de 14 milliards d'années, eh ben, ils se sont écartés jusqu'à obtenir une distance de 45 milliards d'années-lumière. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'univers observable. C'est donc une sphère centrée sur la Terre de rayon 45 milliards d'années-lumière. C'est en gros jusqu'où on peut regarder dans l'univers. Ça ne veut pas dire qu'on voit tout l'univers. On considère à l'heure actuelle dans la théorie que l'univers est infini. Par contre, nous, on est capable de voir une seule partie de l'univers, et cette partie-là fait 45 milliards d'années-lumière de diamètre. Je vous laisse faire pause et copier. Donc, je rappelle que nous tournons autour du Soleil. D'accord? Le Soleil est une étoile, il existe des milliards d'étoiles. Ces étoiles, vu qu'elles ont une masse importante, elles ont eu tendance à s'attirer les unes des autres et puis à rester groupées, surtout qu'au centre et à se regrouper en galaxies, pardon. Et c'est surtout dû au fait qu'au milieu de chaque galaxie, on a ce qu'on appelle un super trou noir. Donc un trou noir, c'est quoi? C'est quelque chose qui a une masse tellement énorme qu'il crée un trou dans votre nappe et qu'il attire très très fort tout ce qu'il y a autour. Donc ce qui fait que nos étoiles à nous, qui sont dans notre galaxie, elles tournent autour du super trou noir. Et puis, euh, on a donc notre galaxie. Donc une galaxie, grosso modo, il en existe des milliards de milliards. On estime que dans l'univers qu'on connaît, il y en a à peu près 2000 milliards. On a par exemple ici sur cette photo la galaxie du cigare. Nous, notre galaxie, c'est la Voie lactée. Donc ça, c'est lorsqu'on l'observe de chez nous, on voit dans le ciel un endroit où on voit énormément d'étoiles. Ça, c'est notre Voie lactée vue de chez nous. Mais en fait, vue de l'extérieur, c'est une sorte de spirale en forme de disque dans lequel on est là. Donc la partie la plus brillante, c'est dû au fait que, à cause du trou noir qui attire toutes les étoiles, on a une énorme concentration d'étoiles ici, donc c'est plus brillant. Le système solaire, lui, il est plutôt à la bordure de la Voie lactée, ce qui n'est pas plus mal pour nous parce qu'ici, il y a beaucoup de collisions entre les étoiles. En tout cas, elles se battent entre elles, entre guillemets. Il y a beaucoup plus de risques de se prendre des météorites, ce genre de choses. Donc la vie est très très compliquée à cet endroit-là. La taille de notre système solaire, hein, pour information, c'est un disque qui forme 100 000 années-lumière de diamètre. Et comme c'est un disque, il a une épaisseur, il a à peu près une épaisseur de 1000 années-lumière. Les galaxies, donc la galaxie, la Voie lactée, possède à peu près 400 milliards d'étoiles. La galaxie, elle aussi, possède donc, si on s'écarte énormément d'elle, possède globalement une masse énorme. Donc les galaxies entre elles vont avoir tendance à s'attirer et donc former ce qu'on appelle des amas. Donc là, ce qu'on voit, c'est une image d'un amas. On a tout ce qu'on voit, tous les points, ce ne sont pas des étoiles, mais des galaxies, donc des rassemblements d'étoiles qui vont contenir entre quelques centaines de millions à quelques dizaines de milliards, de milliers de milliards d'étoiles. Donc ça, c'est par exemple l'amas d'Abel. Ensuite, vous avez les amas qui vont se rassembler en super amas. Donc là, par exemple, on a le mur de Bose qui est constitué de 830 galaxies qui sont elles-mêmes réparties dans des amas par dizaines ou centaines de galaxies. Et donc ça forme des structures comme ça. Donc là où c'est le plus brillant, c'est là où il y a le plus de galaxies rassemblées entre elles, et puis etc. etc. Une des autres choses qu'on peut trouver dans l'univers qui se balade, c'est les nébuleuses. Alors les nébuleuses, c'est des ensembles de gaz très chauds qui n'ont pas encore été suffisamment rassemblés entre eux par la gravitation pour former des étoiles et puis après des planètes. Mais il y a de fortes chances que dans ces nébuleuses apparaissent au fur et à mesure du temps des étoiles et puis des planètes. Donc si je résume, notre planète tourne autour d'une étoile, le Soleil. L'ensemble des planètes tournant autour du Soleil, ça s'appelle le système solaire.
Dans l'univers, les étoiles se rassemblent entre elles pour former des galaxies. Et puis, la nôtre s'appelle la Voie lactée, contient environ 200 milliards. Alors, j'ai pas remis à jour ces 400 milliards, je vais corriger juste après. On estime qu'il y a à peu près 2000 milliards de galaxies dans l'univers. Et puis, les galaxies se rassemblent en amas et les amas en super amas. Donc, je vais juste corriger ça avant que vous recopiez. Donc, ici, une petite faute. Et ici, ça a été remis à jour. Voilà. Elle ne peut pas se remettre. Tac, tac, tac. Avant, on pensait qu'il n'y avait que 200 milliards d'étoiles dans la Voie lactée. Ça a été remis à jour il n'y a pas très longtemps grâce à Hubble qui nous a permis de détecter beaucoup plus d'étoiles dans notre Voie lactée. Donc je vous laisse faire pause et copier. Je sais que la vidéo est longue, hein, désolé, c'est comme ça. Et puis bah, c'est la fin de cette première vidéo sur l'univers. Il y en aura une deuxième qui sera quand même plus courte. Voilà, et bien à très bientôt.